Bonjour à toutes et à tous. On attaque aujourd'hui le chapitre 13 qui est en gros morceaux, le système cardiovasculaire. C'est un sujet tellement dense qu'on va le diviser en deux parties. Dans cette première vidéo, on va vraiment poser les bases, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la mécanique, sur les principes physiques qui gouvernent la circulation du sang dans notre corps. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir le système circulatoire comme un immense réseau de transport. Ensuite, on plongera dans les lois physiques qui le régissent. Après ça, on s'intéressera au sang, qui est un fluide un peu particulier, et à la conception de nos vaisseaux. Et on finira en préparant le terrain pour la suite, c'est-à-dire la régulation de tout ce système. Allez, c'est parti pour la première section. On va voir pourquoi on peut comparer notre système circulatoire à un véritable réseau logistique. L'idée, c'est de bien comprendre les composants essentiels qui font tourner toute la machine. En fait, c'est assez simple, il faut voir le système circulatoire comme une boucle fermée avec trois acteurs principaux. D'abord, on a les artères, elles partent du cœur et distribuent le sang partout. Ensuite, les veines, qui font le chemin inverse, elles ramènent le sang vers le cœur. Et entre les deux, on trouve les capillaires, c'est là que toute la magie opère, là où se font les échanges essentiels entre le sang et nos tissus. Parfait. Maintenant qu'on a les bases, passons à la deuxième section, les lois du flux. On va voir que, finalement, la circulation sanguine, c'est avant tout une histoire de physique. Ce domaine, ça s'appelle l'hémodynamique. Et il y a deux idées vraiment fondamentales à garder en tête. La première, c'est que nos vaisseaux sanguins ne sont pas des tuyaux en PVC, ils sont vivants, dynamiques. Et la deuxième chose, c'est que le sang, ce n'est pas de l'eau. C'est un fluide bien plus complexe dont les propriétés, comme la viscosité, peuvent changer. Regardons cette image. Elle illustre une relation super importante. La vitesse du sang est égale au débit divisé par la surface. V égale Q sur A. Et ça a une conséquence assez contre-intuitive mais géniale. Imaginez, l'aorte, c'est une grosse autoroute. Mais cette autoroute se divise en des millions et des millions de toutes petites routes, les capillaires. Même si chaque capillaire est minuscule, si on additionne leur surface totale, on obtient une surface bien plus grande que celle de l'aorte. Et donc, que se passe-t-il d'après notre équation ? Eh bien, le sang est obligé de ralentir. Énormément. Et attention, ce ralentissement, ce n'est pas du tout un problème. Bien au contraire, c'est absolument crucial. C'est ce qui laisse le temps au sang de faire son travail dans les capillaires, livrer l'oxygène, les nutriments et de récupérer les déchets. Si le sang passait à toute vitesse, ces échanges n'auraient tout simplement pas le temps de se faire. D'accord, le sang ralentit. Mais qu'est-ce qui détermine le débit en premier lieu ? La quantité de sang qui passe à un endroit donné ? Pour ça, il faut se tourner vers la loi de Poisieux. Alors oui, c'est une simplification, un modèle idéal, mais elle est incroyablement utile pour comprendre les facteurs qui comptent vraiment. Alors, décortiquons un peu cette loi. Qu'est-ce qui influence le débit ? Bon, d'abord la différence de pression. Plus elle est grande, plus ça pousse, logique. Ensuite, on a des freins, la longueur du vaisseau et la viscosité du sang. Mais le paramètre qui écrase tous les autres, c'est le rayon. Pourquoi ? Parce qu'il est à la puissance 4. C'est lui le véritable chef d'orchestre. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien, si on double le rayon d'un vaisseau, on ne double pas le débit, on le multiplie par 16. C'est énorme. Et ça, c'est le super pouvoir du corps pour réguler la circulation. Une toute petite contraction ou dilatation d'une artériole, et hop, on redirige le flux sanguin de manière drastique. C'est la clé de tout. Bon, ça nous amène à un petit paradoxe. On vient de dire que plus le rayon est petit, plus la résistance est grande. Et les capillaires, c'est ce qu'il y a de plus petit. Donc logiquement, la résistance devrait être maximale dans les capillaires, non ? Et pourtant, on considère que le principal site de résistance, ce sont les artérioles, juste avant les capillaires. Alors comment ça se fait ? La réponse, c'est l'organisation du réseau. C'est une question de montage en série ou en parallèle. Les artérioles, elles sont en série, l'une après l'autre. Leur résistance s'additionne. Mais les capillaires, il y en a des millions et ils sont tous branchés en parallèle. L'analogie, c'est le supermarché. Imaginez une seule file d'attente très longue, ça c'est les artérioles. Maintenant, imaginez qu'on ouvre des milliers de caisses en même temps. Même si chaque caisse est un peu lente, le débit global est immense et la résistance totale s'effondre. C'est exactement ce qui se passe avec les capillaires. Allez, section 3. On a parlé des tuyaux, maintenant parlons du fluide qui coule dedans, le sang. Et on va voir que c'est un liquide bien plus complexe qu'il n'y paraît. Un des facteurs clés qui fait varier la viscosité du sang, c'est l'hématocrite. C'est tout simplement le pourcentage de globules rouges dans le sang. Et comme le montre ce graphique, la relation n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Plus on a de globules rouges, plus le sang devient pâteux. La nature a trouvé un équilibre parfait autour de 45%. C'est le compromis idéal pour transporter un maximum d'oxygène sans que le sang devienne trop visqueux, ce qui demanderait un travail énorme au cœur. Donc, pour résumer,
La viscosité du sang, ce n'est pas une constante. Elle bouge tout le temps en fonction de 3 choses. L'hématocrite, on vient de le voir. Le diamètre du vaisseau aussi. Dans les tout petits vaisseaux, les globules rouges se mettent en file indienne, ça fluidifie le tout. Et enfin, la vitesse du flux. Plus ça va vite, plus les globules rouges se déforment et moins ils s'agglutinent, ce qui diminue encore la viscosité. On passe à la 4e partie. Maintenant qu'on a bien compris les propriétés du sang, revenons à nos contenants, les vaisseaux et leur conception vraiment ingénieuse. Il faut vraiment voir les artères et les veines comme 2 systèmes avec des rôles opposés. Les artères, ce sont des réservoirs de pression. Elles ont des parois épaisses, solides, élastiques, pour encaisser la pression énorme qui sort du cœur. Elles ne contiennent qu'une petite partie du sang. À l'inverse, les veines sont des réservoirs de volume. Leurs parois sont fines, très souples, et c'est là qu'est stockée la grande majorité de notre sang, près de 70%, mais à très basse pression. Le mot scientifique pour décrire cette capacité à s'étirer, c'est la compliance. On pourrait aussi dire la distensibilité ou la souplesse. Et la grande responsable de cette propriété, c'est une protéine fantastique qui s'appelle l'élastine. Et pourquoi cette compliance des artères est-elle si importante? C'est simple. Quand le cœur se contracte, c'est la systole, l'artère se gonfle comme un ballon et stocke une partie de l'énergie. Ensuite, quand le cœur se relâche, la diastole, l'artère reprend sa forme initiale, comme un élastique, et continue de pousser le sang. Ça a 2 avantages énormes. Ça transforme le flux saccadé du cœur en un flux beaucoup plus continu pour les capillaires, et ça aide le cœur, ça diminue son travail. Alors, pour être plus précis, dans la paroi des vaisseaux, on a un duo de protéines. D'un côté, le collagène, c'est la solidité, la structure, c'est très résistant mais pas très extensible. De l'autre, l'élastine, c'est l'élasticité pure, la capacité à s'étirer et à revenir en place. La compliance d'un vaisseau dépend donc de l'équilibre entre ces deux-là. Le problème, c'est qu'avec l'âge, cet équilibre se modifie. Ce graphique le montre très bien. La compliance des artères chute avec les années. En gros, on perd de l'élastine et on la remplace par du collagène, plus rigide. Les artères deviennent des tuyaux plus durs. Et la conséquence est directe. Le cœur doit pousser plus fort pour envoyer le même volume de sang, ce qui fait monter la pression artérielle et augmente la charge de travail du cœur. Bon, on arrive à la fin de cette première partie. On va conclure en résumant les grandes idées qu'on a vues, ce qui va nous servir de tremplin vers la suite. La régulation. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir ? Premièrement, que tout ça, c'est de la physique. Le flux sanguin obéit à des lois, notamment la loi de Poisiel. Deuxièmement, que le facteur le plus important pour contrôler ce flux, c'est le rayon des vaisseaux. Ensuite, il faut bien avoir en tête le double rôle, les artères comme réservoir de pression et les veines comme réservoir de volume. Et enfin, l'importance capitale de la souplesse des artères, cette fameuse compliance qui malheureusement diminue avec l'âge. Voilà, on a vu ensemble toute l'architecture du système, le hardware si on veut. Mais la grande question maintenant, c'est comment le corps pilote tout ça? Comment il ajuste en permanence le diamètre des vaisseaux pour envoyer le sang là où il faut, quand il faut? Ça, c'est le software, la régulation active, et ce sera tout l'objet de la 2e partie de ce chapitre. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire les quiz qui correspondent à cette vidéo pour bien vérifier que tout est clair. Merci de votre attention et à très bientôt pour la